n'a pas de CMO chez Doctolib, c'est un job qui est réparti au sein de différents départements. Aujourd'hui, on a 80% des leads qui viennent de l'organique et on a parfois du mal à les maîtriser. Je pense que historiquement, chez Doctolib, le pouvoir était concentré au sein de l'équipe commerciale. Ouais. Là, il y a quand même un switch qui est en train de se faire. L'équipe marketing slash product est en train de reprendre le pouvoir là-dessus. Comment ça se gère? On est un peu sur le serpent qui se mord la queue. Plus tu as des sales qui appellent, moins tu vas laisser la place à une lean band. Et comment est-ce qu'on va jouer sur les gens qui arrivent par le site B2C et ensuite qui arrivent sur notre site B2B. Rien que ça a été vraiment un gros challenge. Le fait qu'on ait des sales derrière qui sont toujours aussi nombreux. Chez Doctolib, il y a à peu près 500 sales dans les 3 pays sur 3000. Il faut qu'on ait une croissance beaucoup plus rentable. C'est un peu notre objectif. Caroline, écoute, très content de t'avoir. Bienvenue dans Conquête. Merci de m'accueillir. Donc toi, tu es chez Docto depuis 8 ans. Donc Quasi. grosse aventure Docto. Aujourd'hui, tu es Director Global Growth. Ça m'intéresse de savoir comment ton scope il a évolué jusqu'à ce rôle et aussi de comprendre précisément le scope de rôle de Director Global Growth. Ouais. Alors, effectivement, moi, je suis arrivée en juillet 2017 chez Doctolib et au début, j'étais, plutôt sur des sujets vraiment pur marketing. Donc, en gros, au début, essayé de monter l'équipe CRM côté B2B et donc notre objectif, c'était de se dire, bah, quels outils on va mettre en place, quelle stratégie on va adopter pour communiquer mieux avec nos clients, nos utilisateurs, afin d'améliorer la satisfaction et donc le NPS à la fin. Et petit à petit, dans ce cadre-là, donc moi, j'ai mis en place tous les outils qu'on a au niveau de la communication in-app. On a amélioré les fonctionnements de communication email, et cetera. Et petit à petit, on m'a proposé de monter l'équipe lead gen, toujours côté B2B. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y avait très peu à l'équipe lead gen, il y avait 2-3 personnes à peine chez Doctolib, parce qu'on y reviendra, mais c'était une équipe très sales, d'autant plus en 2017. Et donc, en fait, on était vraiment très peu nombreux au marketing et vraiment sur la partie lead gen, alors qu'on avait déjà pas mal de leads qui venaient un peu tout seuls. On attendait que ça arrive un peu. Et ben, on était vraiment peu de personnes. Et donc, du coup, on m'a proposé de monter un peu cette équipe-là. On est passé de 2 à 20 personnes en 1 an et demi. Au niveau global, à l'époque, c'était France et Allemagne. Et puis après, on a ouvert l'Italie un peu plus tard. Et du coup, voilà, l'objectif, c'était vraiment de se dire comment on recrute des experts de différents canaux, comment est-ce qu'on active tous les canaux marketing standards et on améliore notre perf inbound et la génération de leads. Et ensuite, au fil des réorganisations, parce que forcément, quand une boîte grandit comme ça, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Je me suis un peu plus spécialisée sur la partie tech et product, on va dire. Donc, depuis 2020, maintenant, je suis plutôt affiliée au département product, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de CMO, enfin, on n'a pas de CMO chez Doctolib. En gros, c'est un job qui est réparti au sein de différents départements. Et donc, depuis 2020, moi, je suis un peu plus sur la partie technique du marketing. Donc, au début, c'était vraiment sur les sujets, quels sont les développements produits qu'on peut faire pour améliorer la partie lead gen et aussi quelles sont les équipes qu'on peut globaliser au sens anglais et quels sont les process et les skills les expertises qu'on peut globaliser et pour aider les équipes locales à s'améliorer. Et donc, on a monté des petites agences internes, que ce soit au niveau du paid, au niveau du CRM, et au niveau de la partie website, ce qu'on appelle les marketing websites, puisqu'il y a certains sites qu'on gère avec un CMS. Et donc, il y a aussi besoin d'animer un peu tout ça. Et donc, petit à petit, après, ce scope a un peu évolué vers des sujets. J'avais aussi une partie B2C. Et après, petit à petit, c'est un peu évolué sur des sujets de plus en plus larges. Donc, sur la partie B2C, on a récupéré des sujets comme développement de toutes nos campagnes prévention. Donc aujourd'hui, sur notre site B2C, on promeut certaines campagnes prévention avec des partenaires. Et petit à petit aussi, on m'a donné des scopes type, là, depuis quelques mois, la partie billing, la partie sales efficiency, la partie product-led growth, justement. Comment est-ce qu'on essaye de faire passer la boîte à justement quelque chose de très sales, à Oui, juste un modèle un peu le plus motion hybride. ouais. Exactement. Et donc, du coup, maintenant, mon scope aujourd'hui, c'est uniquement du B2B et les sujets liés au growth engine, donc que ce soit des développements produits liés au marketing, à sales efficiency, au product-led growth et au billing.
gros sujet. Et ensuite, j'ai aussi des programmes managers qui vont être en lien avec qui vont travailler avec les équipes product pour coordonner un peu tous ces gros sujets. Et ensuite, j'ai un peu un pôle marketing operations, donc toujours ce pôle qui est j'ai depuis 2020, qui est quelles sont les expertises qu'on peut un peu globaliser, donc les agences internes liées au paid et au CRM CRM. et au site. Donc c'est un peu pas mal d'expertises différentes Oui. sur lequel notre objectif, c'est vraiment de supporter les équipes locales pour pouvoir à la fin faire évidemment nos targets de revenus et changer un peu tout ça. Voilà. Ok. Donc pas mal de choses différentes chez Et Docto. du coup, j'ai des questions. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression que du coup, tu as commencé pas du tout sur des enjeux lead gen, donc vraiment des enjeux Ouais, voilà, in-app, de ce que tu disais, CRM, ouais, etc. Ensuite, t'es basculé sur la partie lead gen. ouais. Ensuite, le scope, il s'est ouvert, c'est-à-dire que quand ton scope s'est ouvert, en fait, il s'est mis à inclure les deux parties, on est d'accord? Ouais. Ok. Et donc ça Enfin, ensuite, oui, il s'est mis à inclure du value, mais seulement sur la partie scalabilité, si tu veux. Scalabilité, il y avait des équipes locales après pour voilà, dérouler. Donc on a splitté vraiment les expertises sur la partie qu'est-ce qu'on peut globaliser, qu'est-ce qu'on peut scaler, quels voilà. sont les process, les projets qu'on peut globaliser sur les différents marchés. Et après, en coopération avec les équipes locales, tandis qu'avant, en fait, j'avais vraiment toute cette partie genre où je devais me débrouiller et faire l'exécution en même temps, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Et donc ça allait être mon point, et ensuite cette vision-là de l'ouverture du scope, Mm. elle s'est faite au niveau global, donc Ouais. effectivement c'est ça. Parfait. Et il y a un sujet que tu as mentionné dans tes responsabilités qui est la partie billing où tu as dit gros sujet. Pourquoi c'est un gros sujet? Pour nous, en ce moment, parce qu'en fait, je pense que, on a on a un peu construit notre système de billing en fonction des règles business, qu'on voulait faire. Donc par exemple, on s'est dit: «Bah, tiens, les pharmaciens, on les vendre comme ça notre produit, les opticiens comme ça, les médecins généralistes comme ça» et cetera et du coup, on est parti de ces règles et on s'est dit: «OK, comment est-ce que techniquement on va pouvoir le faire?» Le sujet et c'était probablement la bonne approche à l'époque pour aller vite, enfin, surtout aussi parce qu'on devait s'adapter et voilà, on voulait maximiser nos revenus. Et donc aujourd'hui, ça donne lieu à une espèce de billing engine en interne Ouais. qui est pas du tout scalable Avec pour plein de l'ouverture critères, de etc. ouais, C'est ça que voilà, tu veux dire? avec Ouais. différents types de modèles de billing. En fonction des si t'es, comme je disais, un centre de santé, si t'es un praticien tout seul, si t'es une pharmacie, et en plus, on multiplie ça en fonction des pays. Et aujourd'hui, donc par exemple, un radiologue, il va pas avoir le même billing qu'un opticien ou un pharmacien. Et donc du coup, ça scale pas particulièrement. Ça veut pas dire qu'on va changer, pas du tout nos modèles, enfin nos prix et cetera. C'est juste que derrière, ce qu'on a construit, ça scale pas trop parce que, chaque Oui, modèle est un peu vit côte à conditionné, côte machin. et donc du coup, pour l'ouverture de nouveaux, marchés et de nouveaux produits au sein des marchés existants, ça scale pas et donc c'est un peu aussi un de nos objectifs cette année D'accord. d'améliorer ça pour être beaucoup plus, scalable. Mais c'est vraiment juste la partie, Back office. scalabilité ouais, Ouais. exactement, scalabilité technique pour pouvoir justement répondre à toutes les stratégies de pricing, qu'on a envie de faire. Par exemple, en Italie, on a envie de lancer un modèle, un peu plus de marketplace. On veut tester ça cette année. Mmh. Donc plutôt faire payer un abonnement. On Ouais, OK. ferait on ferait payer juste, les patients qu'on ramène, en fonction du prix de la consultation. Et donc ça, c'est un autre système de billing et donc pareil, il faut que toutes les idées en fait qu'on a parce qu'on est très créatif, il faut que notre tech derrière suive et puisse être Ouais. scalable parce que sinon on va être bloqueur, enfin et c'est le cas aujourd'hui, on est un peu bloqueur à chaque fois, quoi. Ouais. Oui, Voilà. donc en fait, dans cette partie billing, la partie, on va dire, offre, packaging de l'offre, et cetera, n'est pas impactée. Par contre, Bien sûr, derrière ouais, voilà, OK, OK, oui. OK. Très Enfin, bien. packaging love est pas impacté après, on va probablement lancer, Oui, il y a certaines des choses, itérations, voilà, typiquement des itérations. marketplace, enfin Voilà voilà, c'est un et packaging. aussi on va, probablement, un peu plus officialiser, peut-être l'année prochaine, d'ici fin d'année, l'année prochaine, de politique de discount, pour justement réglementer un peu ça, D'accord. pour que ça soit aussi plus avantageux pour les praticiens qui vont souscrire à plusieurs produits, et donc ça, on va le régulariser. Mais après sinon, on va pas, enfin nos prix ne vont pas forcément changer. OK. Et donc, juste pour en revenir sur le scope de ta team, donc ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, au sein de ta team, tu as la partie CRM, la partie Ouais, paid, agence interne, ouais, website, ouais. d'autres, scopes? Alors, ça, c'est sur la partie marketing operations et après OK. donc c'est les développements produits liés au sujet que j'ai listé avec des programme managers et des product managers. OK. Et donc ça, c'est vraiment sur les sujets, développement, produits liés au marketing, liés
au billing, au product-led growth et, hem et hem et au sales efficiency, pardon, parce qu'on a aussi le développement Salesforce, puisque forcément on utilise, Salesforce pour toute la partie Ouais. CRM, je veux dire, Oui, enfin oui. sales quoi et voilà. Donc OK. voilà, c'est un peu un scope, heu, Bah, transverse market, 30 product, voilà, exactement, un mais vrai un vrai scope growth. voilà, mais surtout sur le sujet enfin, vraiment on est sur la partie plutôt, expertise technique et Oui, scalabilité oui. et on déroule vraiment avec les équipes locales parce qu'il y a des équipes locales, growth et brand et sales forcément et product marketing avec lesquels on travaille justement au quotidien pour dérouler un peu, toute la stratégie et nous, on fait partie intégrante de ça. Parfait. Bon, Docto, boîte hyper, croissance, licorne, tout ça, tout ça. Il y a eu un gros, on l'a abordé, très rapidement, hein, mais un switch qui est en train d'être opéré, qui a commencé à être opéré sur la partie, historiquement boîte très sales. Ouais, Bah, et d'ailleurs, tu le mentionnais sur la partie lead gen, en fait, il y a 2 personnes et voilà. ouais. Donc vraiment machine sales et là, aujourd'hui, machine qui bascule petit à petit vers, beaucoup plus d'initiatives sur la partie product. Ouais. Hem, Ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce que ça implique concrètement sur plusieurs sujets, mais du coup, on va les prendre un par un parce que sinon, voilà. Déjà d'un point de vue acquisition et d'un point de vue marketing, tu vois, si on se concentre sur cette partie-là, c'est quoi les implications de ce changement de modèle? Alors, bah, déjà, nous, le changement de modèle, enfin, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a le changement de sales à marketing et après de marketing à product, si on peut dire ça. Ouais. Enfin, en marketing-led growth, sales-led growth, product-led growth, les trois un peu vont ensemble. Et je pense que le shift vers un peu la partie marketing, justement, est importante. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2018. Et ça, déjà, c'est pas une étape simple. Parce que aujourd'hui, bah, enfin, si je prends l'exemple du marché français sur lequel on est le plus gros, bah, en fait, aujourd'hui, on a 80% des leads qui viennent de l'organique et on a parfois du mal à les maîtriser, en fait, à se dire Mmh. comment est-ce qu'on va vraiment jouer sur alors, il y a le SEO bien évidemment, mais comment est-ce qu'on va jouer sur les gens qui arrivent, sur du trafic direct ou qui arrivent par, le site B2C et ensuite, qui arrivent sur notre site B2B sur lequel ils vont faire un lead? Et donc déjà, enfin, rien que ça a été vraiment un gros challenge et en plus de ça, le fait qu'on ait des sales derrière qui sont toujours aussi nombreux, globalement, on n'augmente pas beaucoup notre nombre de sales, mais on est toujours assez nombreux. Pour info, on est chez Doctolib, il y a à peu près, pas loin de 500 sales dans les 3 pays sur 3000. Donc c'est quand même pas si mal. Il y a un peu plus de 200 sales, 250 sales, je dirais, en France, hors, je pense, grands comptes, enfin hors, tous ceux qui signent, hôpitaux et cetera. Donc c'est quand même pas mal et du coup, bah, globalement, plus notre market share augmente, plus forcément le pipe des sales, bah, rétrécit petit à petit et donc rapidement, ils se retrouvent à avoir appelé pas mal de gens et donc du coup, tu vas un peu mordre aussi sur la partie inbound Mmh. et donc ça va être déjà hyper difficile parce qu'en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bah, on aimerait bien beaucoup plus croître en niveau inbound», mais derrière, si en fait, tu as les sales qui appellent, j'exagère, hein, c'est pas le cas non plus, mais qui appellent, tous les, 3 à 6 mois, ils se retrouvent à appeler, chaque praticien dans leur pipe. Derrière, l'inbound va jamais arriver. Mais évidemment, aujourd'hui, enfin, on a quand même un bon volume de lead inbound. C'est 40 de notre business, l'inbound, donc c'est quand même pas rien. Mais voilà, déjà cette transition-là, il a fallu, la faire, petit à petit et je pense que c'est toujours un challenge au quotidien d'accompagner les sales et donc maintenant on essaye du coup de passer un modèle, sales et marketing led à un modèle product led où justement, bah, on va, encore plus, se reposer sur notre produit pour construire notre croissance. Pourquoi? Parce que forcément avec le temps, avec les années, ça devient de plus en plus cher que ça soit, de faire du marketing. Nous aujourd'hui, enfin on en reparlera peut-être après, mais sur la nos donc notre CAC sur le paid, il est très important. Aujourd'hui, un sales, il va signer pas mal, une dizaine de contrats par mois, ce qui est vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, parfois, un sales, ça coûte moins cher que de faire du marketing d'ailleurs. Mais du coup, c'est quand même très, très bien, mais ça reste quand même très cher de devoir maintenir et surtout, ça ne scale pas forcément dans les autres pays. Dès que tu ouvres un nouveau produit, dès que tu ouvres un nouveau marché, si tu dois avoir 100 sales minimum pour faire fonctionner la machine, globalement, tu pas hyper scalable et donc du coup,
Nous, on s'est dit: «OK, on a un produit qui est bien, qui est vraiment enfin, on essaie d'être user first à fond et enfin, ce serait vraiment dommage de ne pas se reposer dessus parce que, jusqu'à récemment, c'était impossible de voir notre produit sans parler à un sales et Mmh. sans limite signer, quoi. Et depuis 1 an et demi maintenant, on a un produit, par exemple, gratuit, où les gens peuvent regarder à quoi ça ressemble. Ils n'ont pas évidemment accès à tout, mais ils peuvent regarder à quoi ça ressemble. Et donc justement, c'est mon deuxième point de se dire, bah, pourquoi bouger vers un modèle, product led? Donc réduction des coûts forcément. Deuxième point, c'est que les users ont envie de voir à quoi ça ressemble Mmh. de plus en plus avant de signer. Globalement, je pense que Doctolib, en France, c'est suffisamment connu pour que les gens se résument notre produit à un outil qui permette de gérer la réservation en ligne. Alors qu'en fait, on fait bien plus de choses. Pour, pas mal de spécialités, maintenant, on a un logiciel, clinique et financier, on a, un assistant de consultation. Enfin voilà, on commence à avoir pas mal, à étoffer un peu notre offre et même notre logiciel, cœur, qui a fait, notre succès au début, c'est pas que la réservation en ligne, c'est beaucoup plus, gestion des rendez-vous, ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et donc du coup, se dire: «Comment est-ce qu'on met en avant beaucoup plus notre produit?» Ça a été, vraiment aussi, quelque chose enfin, c'était vraiment amorcé par notre CPO qui est le CEO aussi qui se dit: «Bah, en fait, il faut qu'on devienne une boîte beaucoup plus product» et donc du coup, qu'on mette vraiment beaucoup plus en avant, ça. Et après le troisième point sur lequel, bah, on pense que, qu'il y a, qu'il y a vraiment une valeur à faire un modèle de product led growth, c'est, je pense que tout le monde globalement, a envie plutôt comme on dit en anglais, la self education. Oui. Tu pas forcément envie d'avoir un sales qui va t'appeler, pour te dire, «Oui, regarde comment ça marche». Tu dis: «OK, bah, en fait, laissez-moi, je vais essayer de me débrouiller tout seul, je peux essayer de m'onboarder» et cetera. Après sur les praticiens, ce point-là, il est parfois vrai et parfois moins vrai Mmh. parce que, ce sont des gens globalement très occupés. Je pense qu'il y a différents types de spécialités. Il va y avoir les paramédicaux qui vont, potentiellement être plus jeunes, qui vont peut-être, être un peu moins, avoir un agenda un peu moins rempli selon les spécialités, et selon les personnes aussi, les zones dans lesquelles ils sont. Et donc eux, ils vont être beaucoup plus, vraiment dans le «je me débrouille tout seul», versus un médecin généraliste qui est implanté dans la même zone, qui a 60 ans et qui du coup, lui, va peut-être avoir besoin de plus d'accompagnement. Donc il y a cette partie-là, sur une partie en tout cas de nos spécialités qui est hyper importante, sur lesquelles on s'est dit: «Bah, il faut vraiment qu'on s'améliore là-dedans». Et donc mais sincèrement, je pense qu'une des raisons principales pour lesquelles on se lance aussi dans la product led growth, c'est les raisons de coût. Il faut qu'on ait une croissance beaucoup plus rentable. Parce que, forcément, c'est un peu notre objectif, d'être rentable, aussi, assez rapidement et donc il faut qu'on s'améliore là-dessus. Et alors, là où en France justement, notre machine sales, elle est vraiment hyper efficace. Forcément dans les marchés où on est moins connu, Oui. ça marche un petit peu moins. Nos taux de conversion sales, ils sont, 2 à 3 fois moins élevés dans les autres marchés, versus la France. Mmh. Et donc on se dit justement, se reposer sur le produit, c'est ça qui va nous faire aussi, bah, avoir pas mal de praticiens qui vont découvrir par eux-mêmes, qui vont finir par faire un lead ou quand ils vont être appelés par un sales, ils vont, directement, enfin, ils vont plus facilement convertir vers les produits payants. Et donc bon, ça, c'est pour résumer un peu les raisons pour lesquelles on fait un modèle, PLG, ouais. un modèle PLG. Et ta question initiale, c'était: «Qu'est-ce que ça implique?» Alors, je pense que ça implique pas mal de changements pour le coup. C'est vraiment nous, je pense on n'est pas du tout, on n'y est encore pas du tout, hein. Ça fait qu'1 an et demi qu'on essaie d'amorcer un peu ce move. Ça implique pas mal de changements parce que déjà, ça implique un changement de mindset, au sein de l'entreprise, où globalement, il faut vraiment que chaque équipe, enfin, ait ce mindset un peu product de se dire, bah, par exemple, oui, il y a ce produit gratuit qui existe. Par exemple, en l'occurrence, on a un produit d'appel gratuit, sur lequel, bah, les gens peuvent découvrir certaines choses, ou sur les clients existants parce qu'on fait évidemment du cross-sell, et de l'upsell. Est-ce qu'on va pas forcément aller les appeler pour le moindre upsell, on peut aussi laisser le produit faire son travail. Et donc il y a un peu un cultural shift en fait à faire qui est hyper important et ça doit devenir de toutes les équipes.
Et c'est pas une seule personne qui porte ça. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que quand on a des objectifs ambitieux de MRR tous les mois, que derrière on doit expliquer que oui, mais ça, il faut laisser un peu, par exemple, tous ceux qui se créent un compte gratuit, il faut peut-être un peu attendre avant de les rappeler. Bah, c'est pas forcément facile. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un gros changement, pour le coup, à opérer culturellement, qui doit être porté par les différentes équipes, je pense, essentiellement par l'équipe product marketing, je pense, qui peut un peu être au centre Mmh. de tout ça. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, je pense que les autres implications, je dirais, c'est vraiment la partie, enfin, il faut être, faut vraiment, on va dire, mettre en place une stratégie produit avec lequel, on va être à l'aise. Enfin, je pense que le product led growth, c'est pas forcément, pour tout le monde. On peut aussi se tirer une balle dans le pied, parce que ça implique de donner un peu de valeur gratuitement, que ça soit, à travers, un modèle de free trial ou un modèle de freemium. Et donc il faut, placer, le curseur, à un moment où on se dit: «Bah, on sait qu'on va donner assez de valeur pour qu'on se tire pas une balle dans le pied, donc les gens ne passent jamais, payant. Et en même temps, on sait que, enfin, on va leur donner envie de découvrir la suite, et voilà. Et donc ça, pour le coup, c'est un vrai enjeu, et ça peut pas se faire, enfin, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit. Ça peut pas se faire, du jour au lendemain. Et nous, par exemple, on a des stratégies un peu différentes selon les produits. Là, on a comme je disais, on a un produit d'appel gratuit, donc c'est vraiment un modèle freemium où on a, un agenda offline, on a le profil que tu peux mettre en ligne, on a, les solutions de coopération entre praticiens, donc avec la messagerie instantanée, l'adressage qu'on donne gratuitement. Et ensuite, dedans, bah, on a mis en place tout un mécanisme de fencing, ce qu'on appelle le fencing, qui fait que, bah, il y a les features payantes qui sont bien présentes, Mmh. qui sont grisées, et Oui. sur lesquelles, bah, on va pouvoir aller faire de l'upsell. Et donc ça, c'est vraiment une logique product qu'il faut intégrer, qui est Oui. hyper, hyper, hyper importante, Oui. et il faut être scalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails techniques, mais on va pas aller recoder chaque feature grisée. En fait, c'est pas un truc qui a été codé, en mode, «Tiens, ce site est d'upsell, on va aller le coder, on va le griser parce que, en fait, il est pas dispo». Non, c'est vraiment un truc derrière où on se dit: «On a cette feature qui fait partie de telle offre, cette feature qui fait partie de telle offre», et en fait, soit elle est accessible ou elle est pas accessible, et quand elle est pas accessible, quel est l'UI en fait que Et c'est? Et du coup, le truc est hyper scalable, parce qu'en fait, tu choisis, tu découpes tes features, tu découpes ton produit en features, et tu dis: «Je la mets dans telle offre, je la mets dans telle offre, je la mets dans telle offre», et en fonction de comment elles sont visibles dans le produit, tu as un design qui se met automatiquement. Et donc ça, c'est hyper important pour la suite. C'est vraiment d'avoir des espèces de frameworks, enfin, vraiment des frameworks, et vraiment une logique, tech qui soit scalable. Et pour donner un autre exemple, par exemple sur, l'assistant de consultation, qui est un add-on pour le coup, de notre logiciel clinique. Donc c'est un assistant, qui, en fait, enfin, on est en consultation, par exemple, je suis médecin, tu le patient, tu vas activer un enregistrement, on va discuter, et ensuite, à la fin, l'assistant de consultation, il génère une synthèse qu'il intègre directement dans ton dossier patient. Et donc, par exemple, sur ce sujet-là, on s'est dit: «On va pas faire un modèle un peu freemium, ça a pas trop de sens». Donc on a fait un modèle free trial, où en oui. fait, tu peux essayer pendant un mois, tu peux essayer autant de consultations que tu veux, et cetera, et à l'issue et c'est même pas en mode Amazon, c'est-à-dire que tu as même pas besoin de rentrer ta carte bleue avant, Mmh. parce que justement, on s'est dit: «C'est un produit pour le coup, un peu nouveau, novateur, on va dire, pour les praticiens, qui est basé sur de l'AI, et du coup, bah, on va pas mettre de bloqueur, au test. Donc on va se dire: «OK, tu peux tester tout de suite», et ensuite à l'issue des 30 jours, si, maintenant que tu as testé, et cetera, bah, en fait, tu payes, tu signes ton contrat, et tu payes. Et donc voilà, il y a un peu tous ces genres de mécaniques auxquelles il faut réfléchir, et c'est pas forcément, enfin, il faut pas se lancer, sans vraiment avoir réfléchi, parce qu'on peut vraiment, se tirer une balle dans le pied. Je prends un exemple. Nous, enfin, un autre exemple, on est en train de travailler aussi sur, donc notre produit qui est on va dire le logiciel de gestion des patients, qui inclut l'agenda, la réservation en ligne, et plein d'autres choses, mais principalement ça. On veut aussi, dans notre produit gratuit, se dire:
bah, on va faire un essai gratuit du produit payant dans notre produit, freemium, de base. Et donc là, on est en train de réfléchir, pour le coup, on n'a pas vraiment décidé, mais on s'est dit: «Bon, est-ce que, par exemple, si on fait un essai gratuit pendant un mois, pourquoi pas?» Sauf qu'après, on s'est rendu compte aussi que, par exemple, on est en train de se rendre compte que sur certaines spécialités, qui viennent sur Doctolib parce qu'ils ouvrent leur cabinet et pour se faire une patientèle, bah, en fait, en un mois où ils peuvent Mmh. potentiellement se faire quelques patients, et se dire: «Bah, après ça me suffit pour la suite» et du coup ne jamais être payant. Et donc, si on faisait ça, potentiellement, on n'a pas testé, potentiellement, on peut se tirer une des balles dans le pied. Et donc, du coup, on est en train de se dire, OK, peut-être qu'en fait, il faut le faire, il faut le caper en fonction du nombre de rendez-vous qu'on va leur apporter. Comme ça, derrière, bah, on sait que, OK, si on leur apporte que 5 patients, bah, ils vont pas, enfin, on sait que potentiellement, c'est pas suffisant et ils vont pouvoir upseller derrière. Alors que si on le donne gratuit pendant un mois et qu'ils ont 10 patients, ils vont se dire 10, peut-être ça suffit, pour me faire après avec le bouche à oreille, et cetera. Donc, en fait, je reviendrai jamais. Et surtout, en plus, si tu resets ton free trial tous les 6 1 an, en fait, les gens, ils viennent jamais. Donc il faut vraiment bien étudier le truc et tout n'est enfin, en fonction des différents personas que tu peux avoir, en fonction de différents produits que tu as et de ta stratégie go to market, il faut vraiment bien étudier le truc. Donc c'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple que ça. Donc faut vraiment, bien penser la chose. Et donc ça, je pense que c'est un peu un deuxième point sur lequel, nous on a beaucoup réfléchi. Hem, on a beaucoup réfléchi et voilà, je pense que c'est les 2, je dirais les deux implications, principales, cultural shift et vraiment, bien penser sa Oui, stratégie produit et la scalabilité qu'il y a derrière. bien sûr. Je pense que c'est 2 implications que je soulignerais le plus. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais Ouais, ouais. sinon je peux Bon, ça peut durer trop longtemps. très, très intéressant. Heu, Plusieurs petites questions Ouais, et petits commentaires. Tu as mentionné un truc et je suis très content que tu l'aies mentionné parce que vraiment dans les logiques de product-led growth, c'est, un point qui peut sembler évident quand on le dit comme ça, mais beaucoup trop d'entreprises oublient, ouais, c'est, la partie monetization awareness, donc montrer que: «Hey, cette feature elle existe, mais elle est dans le plan payant». ouais. Hem, c Moi, ça me surprend toujours de me rendre compte qu'il y a des entreprises pour qui, bah, c'est évident qu'en fait, ça, c'est des features payantes et cetera, mais le fait de ne pas le montrer que c'est une feature bloquée, qui fait partie d'un plan payant et cetera, en fait, c'est un super moyen de générer de l'upsell parce que: «Ah mais elle me fait vraiment envie cette, feature». Ouais. Mais ça n'existe pas, ça n'est pas visible, on ne le voit pas. Souvent, je prends comme exemple une boîte que je trouve qui fait ça vraiment, vraiment très, très bien, c'est Canva, c'est le Ouais, logiciel de design ouais, je vois très bien. où tu vois clairement: «Ah, tu veux utiliser cette fonte? Ah, bah, c'est payant. Ah, tu veux utiliser tel truc? Ah, bah, c'est dans le plan payant». Ouais. Et donc le fait de vraiment se rendre compte que les choses, elles existent, elles sont là, mais par contre, c'est dans le plan payant. Effectivement, je pense que ça, c'est un point qui est très, très important et qui est Ouais. trop peu travaillé par les entreprises. C'est très important, je suis d'accord, mais parfois c'est trop, enfin, c'est trop. Et je prends un exemple, c'est Evernote, je sais pas si, tu l'utilises. J'utilisais il y a longtemps. Bah, Evernote, ils ont changé d'ailleurs parce que moi j'utilisais la version gratuite, parce que j'ai toujours utilisé la version gratuite et donc c'était pas trop mal et puis à un moment ils ont vrillé comme je disais donc c'est-à-dire que maintenant, chaque fois que tu utilises, tu as des pop-up à chaque clic. Oui. C'est insupportable. Du coup, le truc est devenu inutilisable et donc en fait, moi je l'utilise même plus en mode free et je jouais GR, j'ai même pas upsellé parce que enfin voilà et du coup, bah, j'utilise Google Doc et puis tant pis quoi. Ouais. et Oui, oui. heu Mais il y a une et manière de montrer, et ouais, il y a une effectivement. manière qui enfin, Le que côté c'est trop intrusif. intempestif, ouais, Là, voilà. c'est vraiment genre, tu arrives, tu dis: «Ah, c'est payant, nanani», déjà pour comprendre comment tu peux skipper le truc, tu arrives Ouais, pas. ouais. Oui, oui, Et là, après c'est à les chaque dark clic, patterns, c'est: ouais. «Ah bah non, tu peux pas. Ah bah non, tu peux pas. Ah bah non, là, tu as atteint le nombre de notes. Ah bah non, là, il faut que tu machin. Ah bah, je sais pas quoi» et enfin, en fait, c'est genre, enfin, en fait, enfin, moi, personnellement, en tout cas pour mon expérience personnelle, je trouve ça contre-productif et Complètement. limite, ça m'a fait abandonner le produit, quoi. Donc Mais tu vois, typiquement dans Canva, t'as pas besoin de cliquer pour le savoir. Tu sais, il y a ouais, une espèce de petite couronne ou ouais, je sais plus exactement c'est. faut que ça soit Et du bien coup, fait, je suis d'accord. tu vois la petite couronne, t'as compris c'était un truc payant, t'as pas besoin de cliquer et cetera. Et je trouve que le dark pattern effectivement de on te laisse entendre que tu vas y avoir accès et puis en fait quand tu cliques dessus, hey, hey, non, c'est Ouais. dans le plan payant. Ah ça effectivement, c'est rageant. Ça c'est rageant. Bah, oui, je suis d'accord et nous, ça, on essaye de le faire, sincèrement, on n'est pas je j'ai pas de prétention à dire qu'on est les meilleurs là-dessus, pas du tout, mais on essaye de le faire pour le coup. Bah, par exemple, on met un espèce, on avait testé avec un petit diamant, bon, finalement, on a changé en lock, enfin, un petit cadenas, Ouais. pour les features payantes. Mais nous, après, on a un enjeu aussi qui est qu'il y a certains produits qui sont mal imbriqués les uns avec les autres. Donc ça marche bien.
si tes produits, d'un point de vue UX, ils sont bien, enfin tes différents produits que tu fais payer, ils sont bien imbriqués les uns avec les autres. Oui, C'est-à-dire que par exemple, au sein d'une même fenêtre, tu vas avoir des actions qui sont payantes versus des actions enfin, qui sont d'une autre offre versus des actions qui sont d'une offre que tu as à l'heure actuelle. Et auquel cas, bah là, tu peux appliquer ce que j'appelle le fencing, oui, où du coup, tu peux griser facilement en ouais, fonction de telle ou telle feature. Mais nous, par exemple, on a plein de types de solutions et on a les solutions, le solution clinique qui fait en fait, en gros, bah, quand tu es dans la vue agenda de Doctolib, tu as des rendez-vous patients. Quand tu cliques, c'est la fenêtre de rendez-vous. Un peu comme quand ton Google Calendar, c'est ton event. Et en fait, si tu as le logiciel clinique, tu pas la même fenêtre. C'est une fenêtre complètement différente avec ton dossier patient, l'historique des rendez-vous, les ordonnances, ton compte rendu de consultation, l'anamnèse, enfin, il y a plein, plein de choses. Et en fait, il y a pas de. Enfin, c'est vraiment. Tu as une fenêtre ou tu as l'autre. Ce qui fait que bah, tu peux pas appliquer vraiment ce mécanisme de fencing, ou oui, alors sinon il oui, faut redévelopper derrière des trucs qui oui, vont être jetés à la poubelle oui. bientôt. Et donc, il y a vraiment un sujet de se dire si tu veux réussir là-dedans, il faut que ton produit soit bien pensé Day one et que tu aies vraiment imbriqué les features payantes Hmm. avec les features gratuites pour pouvoir justement montrer, la valeur et enfin ce que tu manques avec cet autre produit. Et nous, du coup, c'est un des sujets qu'on a justement, un des bloqueurs qu'on a cette année sur la partie, solutions cliniques et financières. C'est qu'en fait, il y a pas d'imbrication, donc c'est l'un ou l'autre. Et donc on est réduit à faire, à plutôt investir sur de lean product marketing, comme on peut dire, qui est un peu différent, qui est pas du vrai PLG, si on peut dire ça. On en est réduit à ça et c'est un peu dommage, mais on va y arriver parce que Oui, oui, derrière, enfin, il y a toute une histoire de modularisation de notre logiciel. On va y arriver petit à petit, je pense, l'année prochaine. Mais du coup, cette année, par exemple, bah, on est un peu coincé. Donc, il y a vraiment ce sujet de. Il faut penser aussi son product, l'architecture de son product. Il oui, faut qu'elle soit adaptée au product led growth pour que ça soit scalable et impactant, bien évidemment. bien sûr. Un autre point que tu avais mentionné, et je voulais juste une précision, en fait, je voulais juste que Ouais. tu puisses me confirmer que j'ai bien compris, mais en fait, tu vois, c'est quand tu disais notamment le fait que aujourd'hui, d'un point de vue product, il y a plein de features, mais que de ce que j'ai compris, il y a plein de features en fait qui sont inconnues du marché que vous adressez. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un des sujets, tu as fait le lien avec ce truc-là, c'est globalement, si on prend la partie B2C, Mmh. tout le monde connaît Doctolib en tant que bah, je vais réserver. Ouais. Et du coup, je suis praticien non client. Je peux croire que le produit Doctolib, c'est uniquement ce truc-là. Ouais. Et donc, il y a tout un sujet, effectivement, très product marketing B2B, d'arriver à faire comprendre aux praticiens que non, non, mais ça, c'est la partie front. Ouais. Mais après, la partie back, La partie visible. Ouais. voilà, il y a beaucoup plus que ça, etc. C'est un bon résumé du Ouais. challenge. Pour le coup, vraiment, c'est un gros enjeu qu'on a de se dire Doctolib, c'est pas qu'un outil de réservation en ligne, c'est une feature parmi 20, 30. Ouais, Et du coup, justement, c'est un peu. On essaie de le mettre en avant, pendant sur notre site B2B. Le seul problème, c'est que, bah, là, je shift un petit peu sur la partie peut-être marketing, mais acquisition, et cetera. Mais aujourd'hui, nous, il y a une vraie porosité entre B2C et B2B. complètement. Et en fait, aujourd'hui, un praticien, il va se dire: «Ah OK, qu'est-ce qu'ils font déjà Doctolib comme logiciel?» Il va taper Doctolib sur Google. Il va atterrir sur notre site B2C où de toute façon, il va voir que enfin, on propose autre chose aux patients aussi, mais il va voir que globalement, on met en avant surtout la prise de rendez-vous en ligne. Il va trouver un CTA sur notre site B2C pour atterrir sur notre site B2B. Et déjà rien que le fait que passer par là, il y a un biais, Oui, quoi. Et ensuite sur notre site, bah, qu'est-ce que tu mets en avant? Est-ce que tu mets en avant, les choses pour lesquelles les gens viennent? Ou est-ce que tu mets en avant des choses, qui, du coup, n'ont sur rien lesquels à voir, sur lesquelles ils vont potentiellement. potentiellement, ils vont se dire: «Mais attends, du coup, est-ce qu'ils font ça?» et cetera, et Ouais, cetera. Et comment est-ce que où est-ce que tu mets le curseur par ouais. rapport, pour, vraiment maximiser ton taux de conversion? Et aussi parce que, par exemple, nous, une grosse partie de nos leads, c'est aussi des spécialités paramédicales, donc ostéo, Mmh. psychologue, podologue, et cetera, qui viennent essentiellement pour l'acquisition de patientèle, parce que c'est quand même une des propositions de valeur qu'on Bah, a, c'est c'est clair. l'acquisition de patientèle. Et donc, si tu mets en avant les autres sujets, par exemple la solution les solutions cliniques, financières,
la Care Cooperation, et cetera, qui sont essentiellement pour des, enfin, pas essentiellement, mais qui, a priori, sont plus attractifs pour, des, médecins généralistes, des médecins spécialistes, et cetera. Bah, du coup, où est-ce que tu mets le curseur de se dire: «Bah, est-ce que Complètement. ces gens-là, potentiellement, ils vont pas comprendre ce qui se passe sur le site B2B? Est-ce que je mets plus ça en avant, plus ça en avant?» Et comment tu et sur ta homepage, hein, je parle bien sûr parce que nous, on a, une grosse partie du trafic qui est sur notre homepage et voilà et donc je pense que enfin c'est pas si évident. Ah, oui, oui, c'est pas évident. Ouais, C'est pas ouais, évident je du tout confirme. et en plus, encore un autre sujet, c'est que le SEO, ça matche pas avec le SEO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardon, c'est des sujets qu'on a eu avec Victor, hein, mais ce que les gens cherchent sur Google, ce n'est pas nous, comment on veut se présenter et donc où est-ce que tu mets le curseur pareil entre, je mets plein de mots-clés qui sont liés à des choses où limite je veux même plus en parler parce que je veux pas que les gens, m'associent que Oui. à ça, versus d'autres mots-clés que les gens peuvent chercher, mais c'est là où c'est Mmh, ce que j'ai mmh, envie de mmh. mettre en avant, sur, mes solutions, quoi et donc c'est pas forcément évident. Oui, oui. On n'a pas craqué le problème, on va pas se mentir. Et le dernier petit commentaire que je voulais faire après, avant de te poser une question, c'était, je voulais juste insister aussi sur, de la même manière que j'ai un peu insisté sur ce truc de monetization awareness ou, ce que toi tu appelles le fencing, c'est ça? Ouais, Heu, enfin c'est ça vient pas de moi, hein, c'est OK, OK. Et en fait, c'était sur la partie business model, en fait, pricing, tu vois? Où tu disais: «Mais en fait, on ouvre du freemium, mais à l'intérieur, du coup, on est en train de se dire, ben, si on met un free trial, en fait, il faudrait plutôt basculer sur de l'usage et cetera». ouais, En fait, ces enjeux de pricing et de business model, c'est un énorme casse-tête. ouais, En fait, moi, je me rendais pas compte, alors qu'on a eu l'occasion de collaborer ensemble, ouais, mais je me rendais pas compte, effectivement, de l'imbrication d'autant de business models différents. ouais. Tu vois, qu'il y a une partie qui est beaucoup plus maligne à l'usage, alors que l'autre, le truc le plus malin, c'est le freemium Ouais. et que d'autres, c'est le free trial. Casse-tête. Casse-tête, gros casse-tête et surtout, en fait, il faut tester. Ouais. Et le problème aussi, c'est que tu veux tester, tu veux faire des AB tests, sauf que tes AB tests, tu veux avoir quelque chose de significatif, tu es pas sûr avec tes volumes. Enfin, aujourd'hui, les AB tests, enfin, tout le monde rêve, mais tout le monde en rêve, mais en fait, Oui, il faut du derrière, volume. il faut Ouais, du volume, sinon tu seras jamais significatif ou complètement. alors il faut un uplift de CVR qui soit de 20-30 Oui, et oui. bon, si ça, c'est que vraiment te enfin, il y a pas besoin de faire d'AB test à la base, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a forcément quelque chose qui Oui, va oui, oui. gagner et donc du coup, bah, en fait, tu jamais trop sûr de ton truc et donc bah, il faut te commencer faut commencer par quelque chose et itérer un petit peu et se dire: «Comment est-ce qu'on peut changer?» Il faut être un peu agile. Malheureusement, tu as pas, forcément de confirmation, data derrière pour te dire: «C'est la bonne décision» parce que tu peux pas forcément, faire un AB test. Nous, bah, en fait, on se rend compte que le produit gratuit d'appel qu'on a, on va générer très peu d'usage sur certaines features, type l'agenda hors ligne, où l'objectif c'est que, les praticiens justement, utilisent un peu en mode Google Calendar mais offline, enfin non, offline, c'est-à-dire, qui est pas connecté avec les patients, ou qui utilisent la solution de Care Cooperation et cetera et en fait non, on se rend compte que, bah, ils vont surtout, venir pour le profil, pour avoir Oui. un profil, qui est à jour sur Doctolib, c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose, c'est du one time, usage. Ça va pas driver de l'usage récurrent parce que ton profil, tu vas pas le mettre à jour, toutes les Oui, toutes semaines, les quoi. semaines, ouais. Et Clairement. donc du coup, bah, nous, on a un enjeu là-dessus de se dire: «Comment est-ce qu'on crée plus de valeur, sur les autres produits pour quand même pouvoir avoir un pool de users gratuit qui soit quand même un petit peu recurring?» mais du coup, en fait, on voit quand même que ça marche. Pourquoi? Parce que, globalement, on a, des bons taux de CVR sur les personnes qui viennent de se créer un compte. On a globalement un taux de CVR qui passe si mal sur après, passer payant, mais parce qu'en fait, ils ont juste regardé, ils ont mis à jour leur profil et ensuite ils se sont fait appeler par un sales et d'ailleurs, on a une analyse assez marrante, mais qui est qu'on regardait le taux de conversion en fonction de la date de création de compte. Donc, on se disait: «OK, si tu es appelé si tu appelé par un sales le jour de la création de compte versus, dans la semaine versus Mmh. une semaine, 2 semaines, 3 semaines après» et on voyait que justement le sweet spot avec un taux de conversion qui était, vraiment 10 à 20 points, plus élevé, et c'était, globalement, entre 2 et 4 semaines, quoi. Et donc laisser les gens un peu, temps de jouer et cetera, mais Oui. c'est pas grave si tu crées pas forcément d'usage, strong. Hem,
Bah, au moins, ça aura de la valeur Ouais, et derrière, tu vas les signer plus facilement, donc tu vas gagner un peu intéressant. d'argent parce que même s'il y a un sales derrière qui est passé par là, bah, ça va être plus simple ça va être plus simple de closer et donc voilà, la partie data, je pense, elle est hyper importante, avoir, justement pouvoir détecter un peu ce genre de pattern, un peu optimiser certaines choses, voir un peu pour le coup, avoir quelqu'un qui crunch la data, c'est hyper, hyper important et sur ces modèles-là, parce que justement, tu ne sais pas, il y a pas de vérité, universelle. Il y a plein de choses, comme tu disais, possibles et comme c'est pas noir ou blanc avec un AB test, c'est pas si simple, bah, en fait, il faut détecter des patterns, il faut essayer de voir un peu ce qu'on peut faire, tester, Ouais, itérer et être sans cesse dans l'action, quoi et et clairement, pas clairement. forcément simple au quotidien. Alors Surtout quand on est une boîte, un peu grosse comme Doctolib maintenant. On oui, n'est plus oui, du tout une clairement. start-up, quoi. Ouais, complètement. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc., ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Avant de passer sur la data, parce que Ouais, j'ai un chapitre data, je voulais te poser une dernière question sur un peu l'implication de ce switch de modèle, ouais, qui est peut-être une question un peu tricky, mais c'est sur le sujet de la culture, ouais. qui est un peu le premier chapitre que tu as ouvert. Mais sur le sujet de la culture, moi, il y a quand même un sujet que je me dis, c'est historiquement, alors je vais un peu caricaturer, mais je vais le faire Ouais. exprès, mais c'est pour résumer mon propos et voilà, pas commencer à tourner autour du pot. Je pense que historiquement, il y avait au sein de chez Doctolib, le pouvoir était concentré au sein de l'équipe commerciale. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a un moment donné dans les organisations, c'est où est-ce que se concentre le pouvoir, tu vois? Et à qui est-ce que on voilà. Oui. Heu, je pense que historiquement, c'était l'équipe commerciale et là, au fur et à mesure, enfin là, il y a quand même un switch qui est en train de se faire et l'équipe marketing/product, slash product, je vais mettre Ouais. voilà, une grosse équipe, est en train de reprendre le pouvoir, là-dessus et donc je pense que culturellement, dans la manière dont les choses, elles ont été, conçues sur, les funnels, qui a le dernier mot sur les sujets et cetera, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer, Ouais. comment ça se gère pour continuer d'aligner les équipes alors qu'il y a ce switch et que forcément il y a des points de friction? Et bah, c'est un bon point, mais je pense pas qu'on l'ait craqué totalement parce que je pense que c'est très compliqué. Nous, justement, ce que je disais tout à l'heure, dit qu'on est un peu sur le serpent qui se mord la queue. On est encore sur le sujet de se dire, bah, plus tu as des sales qui appellent, potentiellement, plus moins tu vas laisser la place à une lean band Oui, qui vient du PLG ou pas. Enfin, voilà, globalement, le but du PNG, c'est que les lean band, enfin, du self-serve aussi, sur lequel, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est méga important, le fait d'avoir un produit autoportant et avoir du self, hein, pour complètement, réussir en complètement. PLG, c'est hyper important, mais voilà. Nous, on n'y est pas forcément encore sur certains trucs. Hem et hem et du coup, pour le coup, avoir le serpent qui se mord la queue là-dessus, c'est vraiment c'est un vrai truc qui est, bah, on est «en concurrence» entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que là, bah, les sales, bah, eux, ils ont des objectifs de contrat. Ils doivent faire une dizaine, 10-15 contrats par mois selon les sales. Ensuite, tu as le marketing qui doit faire des leads. Sauf que, bah, le sales, jusqu'à récemment, il y avait les sales inbound et outbound qui étaient séparés. Donc, du coup, bah, les sales outbound, ils étaient en concurrence avec les leads, finalement, parce qu'ils disaient: «Bah, moi, ça Oui, m'arrange moins s'il y oui, a des leads». Ou alors sinon, s'il y a un lead, je veux l'attraper avant et moi le prendre pour moi. Donc justement, on a réglé un peu ce souci de se dire, maintenant, on merge l'attribution des l'inbound et lignes, l'outbound, comme ça, au moins, il y a pas de concurrence, sur ces sujets-là. Et et derrière, après, tu as aussi, bah, les comptes gratuits, tu rajoutes une couche. Tu as des comptes gratuits ou du free trial sur le cross-sell ou de l'upsell.
où, bah, du coup, les gens, bah, enfin, on va attendre qu'ils se créent un compte gratuit, on doit attendre qu'ils fassent un lead ou alors il faut qu'ils les attaquent. Sinon, s'ils ont pas fait de lead au bout de X jours, ils vont les attaquer. Bah, voilà, on n'a pas forcément craqué le truc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bah, voilà, on y va, use case par use case et on prend des décisions, avec tout le monde. Je pense qu'il y a une question d'orga sales qui est importante et je pense que nous, le fait qu'on ait mergé un peu une bande en bande pour se dire: «OK, on est tous dans le Oui. même bateau», c'est important. Et après de se dire, bah, on y va use case by use case. Par exemple, sur nos produits gratuits, d'appel, on s'est dit: «OK, bah, on va» aujourd'hui dans Salesforce, les sales, ils ont des rapports pour, des rapports d'attaque, on appelle ça comme ça, où du coup, bah, ils ont différents, angles d'attaque et donc là, par exemple, ils ont un rapport avec les comptes free, qui doivent appeler et donc là, par exemple, on a mis un filtre en disant, bah, il faut que le compte ait été créé depuis plus de 7 jours. Sauf que bon, après nous, il y avait des petits malins dans notre interface, de product admin qui allaient chercher un peu les nouvelles, organisations qui étaient créées. Donc pareil, on a fait un développement pour se dire: «OK, on les affiche qu'au bout de 7 jours», par exemple. Et donc du coup, bah, au moins, on est clean là-dessus. Ensuite, hem avec le marketing, justement, bah, c'était un vrai sujet de se dire: «Oui, mais sur le site B2B, est-ce qu'on met en avant, notre formulaire ou la formulaire de création de compte? Enfin, notre formulaire de prise de lead ou notre formulaire de création de compte? Comment est-ce qu'on gère ça?» Là, on est en train de faire un AB test justement pour le coup, un vrai AB test où on espère avoir suffisamment de volume pour aller jusqu'au niveau client, puisqu'à la fin, c'est le revenu qui compte et non pas juste, au niveau, lead ou création de compte et du coup, on va regarder en fonction de ça, on va réajuster et donc, par exemple, sur ce truc-là, voilà, on a géré comme ça. Sur la partie, assistant de consultation, donc c'est plus, par exemple, du cross-sell et cetera. Bah, là, c'est plutôt un peu, des guidelines, top down qui disaient: «Bah, l'assistant de consultation, voilà, c'est un nouveau produit, c'est un produit un peu innovant, c'est un produit où il y a un onboarding hyper simple, donc on veut le lancer 100 en mode, PLG». Donc, bah, aujourd'hui, la chance qu'on a aussi, c'est que les gens qui font un peu de l'upsell, ce sont les account managers qui ont plein d'autres choses à faire, et du coup, bah, on leur met rien en avant et en fait, aujourd'hui, on essaye, nous, via, le marketing et les mécanismes in product, et product led growth, bah, du coup, on essaye de générer le plus de ventes possible sur cet add-on là. Et voilà, on a un peu découpé un peu le problème selon les sujets. C'est pas, c'est pas si simple, mais après sincèrement, tant que tu es pas, faut pas forcément être drastique non plus, selon Mmh. les sujets. Il faut se dire: «OK, comment est-ce que» parce qu'à la fin, de toute façon, ce qui compte, c'est le revenu, C'est ce que j'allais dire. généré et oui, il faut que tu sois rentable, mais en fait, derrière, si, un sales finalement, ils appellent, et qu'ils arrivent à convertir des comptes free, bon, bah, on va pas les en empêcher, hein. Enfin, c'est Oui. juste que peut-être qu'on peut là, on s'est dit juste: «OK, bah, on les laisse attendre 7 jours». Mmh. Et justement avec cette analyse qu'on a faite et on s'est dit: «OK, on les laisse attendre 7 jours». Au moins comme ça, bah, ils peuvent les appeler, mais au moins on a une semaine, pour se dire, bah, ils peuvent soit faire l'inbound ou juste découvrir un peu notre produit et du coup maximiser après notre taux de conversion. Oui, C'est mais les implications derrière, c'est des enjeux de bonus, c'est des enjeux d'atteinte ouais, d'objectifs et cetera. C'est quand même pas oui, mais pour le coup, nous, via les managers, je pense qu'il y a vraiment un enjeu justement d'évangélisation, des oui, managers et cetera ouais. et pour le coup, nous, pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Mais Je pense notamment parce que vous êtes pas trop drastique sur ce truc-là, en voilà. fait, Ah voilà. oui, oui, je pense qu'il faut pas Je l'être pense que parce que c'est ça la sinon, solution, ouais. en fait, enfin, Sinon c'est la guerre. oui et effectivement, je les comprends. Enfin, eux, les Ah mais sales, ils ont complètement. un énorme bonus, basé sur, le nombre de contrats qu'ils signent. OK, nous aussi, on a un bonus, mais on n'a pas un bonus, basé sur le nombre de comptes free qu'on va créer. Oui, oui, Donc en fait, derrière, je les comprends aussi, oui, oui. ça les impacte, Si ça peut être un win-win, autant autant y aller. exactement. Mais justement, le fait d'avoir un peu je pense qu'ajuster l'organisation, c'est aussi bien. Donc la fait de se dire, bah, maintenant, ils gèrent l'inbound et l'outbound ensemble. En fait, c'est win-win pour eux parce que si dans la semaine, la personne fait un lead, c'est OK et la semaine d'après, ils peuvent les appeler. Donc en fait, il y Complètement. a moins de concurrence. Mais c'est pas si simple, hein, on va pas Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Oui, oui. c'est pas du tout simple. On n'a Passons à la pas craqué le data. truc. Oui. Passons à la data. Comment vous gérez ça? Parce que du coup, il y a beaucoup de sujets différents.
beaucoup de data, B2B, B2C, inbound, Ouais. outbound, la partie, voilà, les comptes freemium, les comptes, et cetera. Comment tu upsell et tout. Je sais pas par quel bout, rentrer dans le sujet de la data, mais enfin, comment aujourd'hui vous gérez ça? Tu veux dire, par exemple, pour commencer par quelle organisation on a ou Ouais, l'organisation, même Ouais, même, tu vois, ne serait-ce que des enjeux de, c'est quoi les tools, que vous avez? Comment est-ce que vous, enfin voilà, ne serait-ce que ouais. ça. Alors nous, bah, enfin, en termes d'organisation, on a opéré un shift assez intéressant. Peut-être un petit peu trop tôt, mais pour commencer, mais un shift assez intéressant il y a 1 an et demi, qui est de se dire, en fait, on va vraiment, avoir des product managers data qui vont travailler avec développeurs qui sont les, data engineers pour développer des produits data. Donc des produits data étant, je simplifie, mais des tables agrégées Oui, en fonction de tel ou tel use case. Et des ensuite, on va dashboards, mettre, et cetera. ouais, ou des, enfin oui, des datasets derrière des Ouais, dashboards, ouais, et cetera. Et ensuite, avec les outils qu'on a, on va laisser les teams, product, business, et cetera, autonomes pour faire leurs d'accord, analyses. Et donc ça, c'était un peu la intéressant. vision. Je pense qu'il y a une bonne vision, Ouais, ouais, c'est intéressant. qui est une bonne vision. Mais bon, je pense qu'on l'a fait un peu trop tôt, parce que, enfin, voilà, il faut qu'on ait les bons, les enfin, on a les bons outils et encore, il faut on va changer de data warehouse, et cetera. Mais on a les bons outils, sauf que potentiellement, on a plein de choses nouvelles tout le temps. Donc ce qui fait que ce qu'on appelle les data products, bah, en fait, clairement, il faut en refaire, hyper régulièrement. Et donc avec la bande passante, derrière, tu te retrouves à se dire, bah, en fait, si moi je le fais pas moi-même, je peux pas analyser, ce qui se passe sur la et c'est d'autant plus vrai sur la partie PLG parce que nous, c'était vraiment, quelque chose de nouveau, Oui. upsell, et cetera. Compte free, machin, bah, en fait, on a fait tout seul pour commencer, parce qu'en fait, la bande C'est l'équipe passante, Growth. ouais, parce que nous, on a la chance d'avoir des gens, moi compris, qui savent faire du SQL, mais en fait, clairement, il y a d'autres équipes sur lesquelles c'est plus difficile, où justement, bah, il y a des trucs un peu custom, c'est un peu plus compliqué. Et avant cette organisation, on avait, des, data analysts qui faisaient à la fois office de business analyst et de, product manager data. Donc, quand ils faisaient des analyses ad hoc pour plein de choses, et puis quand ils estimaient que c'était bien de créer un dataset, de vraiment avoir un data product comme on appelle ça chez nous, ils allaient, travailler avec les data engineers, on avait une roadmap avec eux, et cetera, et cetera. Et donc là, on a vraiment décidé de se dire: «On ne fait plus que du product management, data, et on laisse les équipes autonomes». La réalité, c'est qu'aujourd'hui, bon, donc du coup, plus business analyst, et cetera. Sauf que, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en vrai, il y a encore pas mal d'analyses ad hoc à faire. On n'est pas 100 prêt sur cette vision qui est une bonne vision, mais sur lequel, il faut enfin, il nous faut encore, il faut quand même qu'on s'améliore là-dessus. Et donc on est de nouveau en train de recruter un peu des business analysts, on va dire, plus que des Mmh. purs data analysts, plus Mmh. des business analysts qui savent faire un peu du SQL évidemment, mais qui pouvoir aider sur les analyses ad hoc, qui pouvoir être débrouillards, et cetera, et cetera. Et nous, en termes, d'outils, ce qu'on a, c'est, on utilise Redshift comme, data warehouse, mais on va bientôt changer. Et du coup, on a Tableau pour des dashboards officiels. Mmh. On utilise Metabase pour, on va dire les queries que tu peux faire au quotidien, Oui, le day to day, ouais. les datasets que tu peux aussi, avec lesquels tu peux jouer pour faire des charts, et cetera. Et on a aussi pour certains use cases Amplitude, hem, mais un peu plus difficile à prendre en main parce que notre tracking data est pas forcément 100 adapté pour les fenêtres Amplitude, donc on en est qu'au début. Et donc du coup, après nous on a une spécificité, c'est qu'on a, tracking, interne. On n'utilise, pas d'outils externes pour traquer. Vraiment, tous, les trackers qu'on a sur nos sites, c'est du dev interne. Ce qui fait que, derrière, bah, on doit aussi tout reconstruire pour faire de Mmh. l'attribution, pour faire un peu plein de choses, et on n'a pas de choses clés en main qui nous dit: «Bah, voilà, en fonction de ça, voilà ce que tu peux avoir». Et donc ça, c'est aussi complexifie, du coup, forcément la gestion de la C'est data. Cette décision, c'est par rapport à des enjeux de compliance, des choses comme ça? Oui, globalement. Bah, je pense que tout le monde avait un peu suivi le Google, enfin les sujets qu'il y avait sur Google Analytics avec, Oui, finalement des données envoyées aux US alors que c'était pas oui. censé être le cas, et cetera.
nous, vu que, alors surtout sur la partie B2C, c'est vraiment impossible de faire ça. Ouais. Sauf qu'on a décidé aussi d'être aussi strict sur la partie B2B. Pour le coup, la partie B2B est un peu plus ouverte dans le sens où il n'y a pas de données de santé réellement. Enfin, on va dire, si dans notre produit, dans le logiciel, évidemment, et pour le coup, il y a des données de santé, mais on est clairement, on peut ne pas du tout, enfin, nous, on n'y a pas accès. On peut très bien Oui, oui. que les outils tiers ne peuvent très bien ne pas y avoir accès. Mais si tu veux, on veut pas prendre de risques et surtout, on veut pas Mmh. faire justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de se dire: «Les gens confondent B2C, B2B». Doctolib, c'est un peu, la même chose. On peut pas faire d'amalgame en disant: «Bah, si sur le B2B, ils font ça, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le B2C?» Et Oui, en oui, fait, on oui. préfère être clean partout, Ouais, comme ça, il y a ouais, pas ouais. de sujet. Et donc nous, c'est vraiment pour des sujets, vraiment pour des sujets de enfin de privacy, essentiellement. Ça me fait penser, j'ai appris ce matin, en plus c'est vraiment récent. Je sais pas si tu vois la boîte, une boîte US qui s'appelle BetterHelp? Non, je crois pas, non. Bon, en fait, moi je connais parce qu'ils sponsorisent pas mal d'influenceurs, et cetera. Bon, c'est une boîte qui fait, de la thérapie, psychothérapie, en ligne et en fait, là, il y a eu un énorme scandale, du coup, j'ai appris ça ce matin, sur le fait qu'ils transmettaient des informations, patients, Ouais. du coup, à Meta, Google, et cetera, dans le cadre de, campagnes, de remarketing, tout ça et du coup, enfin, je veux dire, c'est, des enjeux de psychothérapie, donc c'est vraiment, Ouais. tu vois, c'était de la data vraiment très critique et donc il y a un énorme, scandale sur le fait qu'ils partageaient ce type d'informations-là et on effectivement, c'est vraiment un enjeu qui est important, donc moi je comprends que vous déconniez pas, sur ces sujets-là, quoi. Non, non, c'est sûr. Et après du coup, ça nous bloque aussi, on va pas se mentir, parce que sur Bien sûr. les sujets paid, on en avait parlé à l'occasion, mais sur la partie paid, de la même façon, bah, notamment sur le B2C, on peut pas juste se permettre de mettre le pixel, Meta, Oui, ou les pixels des plateformes, pour se dire: «Tiens, open, il y a accès à tout». Parce que potentiellement ces plateformes-là, elles peuvent recroiser des données, oui. et Oui, le donc challenge, c'est où est-ce qu'on trace la ligne, en fait. voilà. Et donc en fait, nous, du coup, c'est un vrai enjeu pour la partie marketing, c'est que du coup, bah, on doit faire 100 pixels. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit, le plus safe possible? Et pendant là, côté B2C, on n'envoie aucune donnée de conversion, aux plateformes. Côté B2B, on a vraiment étudié comment faire les choses de façon la plus compliant possible, et maintenant on envoie des données, de la façon la plus safe possible, Oui, très light. sur voilà, genre vraiment la personne elle a fait un lead, est-ce que c'est un lead qualifié? Et en fait, comme on se repose sur, les formulaires qui sont remplis sur les plateformes, bah, le fait la responsabilité, elle se Oui, déporte aussi, quoi. Donc ouais, ouais. du coup ça nous arrange. Mais donc pas un sujet, c'est sûr qu'on on se bloque tout seul sur certains sujets, et après il y a sur d'autres où vraiment je pense qu'on n'a pas le choix. Bien Et sûr, bien après il y sûr. a certains sujets, on veut juste être en transition. Après c'est vrai que, bon, on parle beaucoup de la fin des cookies, on parle beaucoup de toute façon, bah, c'est vrai que les cookies, c'est 50 de consent sur notre site, donc de toute façon, même un pixel, on n'est pas sur, enfin, c'est clairement on n'aurait pas même pas accès à toute l'info. Mais derrière, enfin, nous, ça nous permet d'être créatifs, il faut qu'on fasse d'autres façons de faire, et du coup, je pense que de ce point de vue-là, on a réfléchi à pas mal de choses, et de ce point de vue-là, on peut se dire que voilà, on essaye d'être innovant, si on peut dire ça, dans notre, dans cette partie-là, parce que, on peut pas utiliser les outils standards, quoi, en fait. Ouais. Oui, Donc c'est aussi intéressant, mais voilà, c'est pas mais facile. challengeant. Voilà. Je reviens sur la data. Toi, c'est quoi toi, à ton niveau, les datas, qui t'obsèdent? Tu vois, celles que tu regardes, tous les jours, toutes les semaines, Ouais, bonne question. Alors moi, je pense que ça va être surtout, le les leads et notre revenu dans un temps 1. Et ensuite, aujourd'hui, on a des OKR, côté product sur, notamment on a un KR sur le sujet, le revenu qu'on ramène via des mécanismes de product led growth. Donc du coup, je vais aussi regarder ça. Donc vraiment, le new MRR qu'on fait chaque mois, le nombre de leads qui sont associés derrière à ça, heu, le MRR qui est lié au mécanisme de product led growth, donc que ça soit notre produit gratuit, l'assistant de consultation, l'upsell sur, la téléconsultation, et cetera. Et aussi notre, NPS. Donc je vais le regarder, on va dire, toutes les semaines.
Et c'est Au pour le coup global, pas splitté par channel, par etc. pays, Ok. pour le coup. Vu que je regarde un peu les leads, et cetera, bah, je regarde quand même le split, Oui. inbound, outbound. Mais c'est vraiment ces KPI-là qui vont m'intéresser. Donc inbound, outbound, product led growth qui inclut dans à la fois inbound, outbound, donc c'est pas Missy, mais c'est vraiment ça sur lequel je vais regarder aussi parce que, c'est les KPI qu'on suit au niveau de la boîte, sur lequel, finalement, on est tous incentivés dessus. Donc, voilà, c'est aussi pour pouvoir comprendre, aussi ce qui se passe, les grandes lignes du business, c'est important. Ok. Euh, Si on parle un peu de sujet compétences, Ouais. en fait, tu as mentionné vite fait tout à l'heure que toi, la chance que tu as dans ton équipe, et notamment toi, maîtrise notamment le SQL. C'était un point qui m'avait marqué quand on avait Ouais. eu l'occasion de travailler ensemble, parce que je connais peu de personnes qui font partie d'équipes growth qui ont la maîtrise là-dessus. Et en fait, en intro, quand tu t'es présenté, tu mentionnais aussi le fait que bah, toi, aujourd'hui, tu as effectivement un profil un peu technique et que du coup, c'est ce qui te permet de pouvoir travailler à la fois sur ces sujets-là. Euh, et donc, je confirme, tu as un profil technique. Et je me posais la question, tu vois, peut-être pour toi, c'est quoi aujourd'hui, de ce que tu observes, les sujets techniques qui manquent chez la plupart des gens en marketing et en growth, des personnes avec qui tu as eu l'occasion de travailler? Parce que tu vois, typiquement, le sujet SQL, bon, Ils moi, sont spoiler, je sais pas faire du SQL, mais je rêverais de savoir faire. Et j'ai souvent été coincé. Bon, maintenant, il y a ChatGPT qui aide à faire de la requête SQL. Euh, mais mais c'est vrai que ça, pour moi, ça fait typiquement partie des compétences. Quand tu m'avais dit que tu savais faire du SQL, je me suis dit: «Ah ouais, ah ouais, bah, ça doit moi, tous les moments où moi je suis coincé, elle l'est pas». Et donc, bah, tu vois, pour moi, ça fait partie typiquement des compétences. Je me dis: «Putain, c'est vrai que savoir maîtriser ce type de choses, voilà». Est-ce que voilà, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le sujet. alors après, je pense que c'est aussi personnel. C'est-à-dire que moi, alors, moi, c'est pas que je suis un peu tombée dans la data par hasard, mais un petit peu dans le sens où, en fait, après mes études, je travaillais chez Google où le poste s'appelait Industry Analyst. Analyste, c'était pas forcément faire du SQL, et cetera, mais c'était, juste analyser les tendances de marché, mais c'était avec de l'Excel, analyse aussi de, la performance commerciale de l'équipe, et cetera, et cetera. Donc c'était un peu ces sujets-là, je travaillais avec, enfin, oui, un autre analyste beaucoup plus senior dans une autre équipe. En fait, lui, il me montrait aussi, du coup, maintenant, en gros, on avait à disposition, des moyens de requêter certaines choses en SQL, au sein de la boîte. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a un peu appris. Mais c'était un peu, alors quand je dis un peu par hasard, dans le sens où mon poste, c'était quand même un poste d'analyste, mais ça nécessitait pas de savoir faire du SQL. Mais un peu par hasard, cette personne-là m'a montré un peu ce truc-là. Je dis: «Ah ouais, ça m'intéresse grave». Et parce que j'ai envie d'être autonome, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et moi, c'est des choses qui m'intéressent, enfin, personnellement. Donc je pense qu'il y a aussi c'est pour Bien ça que je sûr. dis que c'est assez personnel. Et donc, et aussi j'étais jeune, donc globalement tu connais rien, donc tu as envie d'apprendre plein de choses et si c'est un truc qui t'intéresse, tu y vas, Oui, quoi. tu plonges. Et en plus, en l'occurrence, ça m'aidait pour mon job. Et donc j'ai appris vraiment sur le tas comme ça, et donc du coup ça m'a beaucoup aidé pendant 4 ans. Je suis restée là-bas et j'en ai fait pas mal. Je fais des trucs, plus ou moins évolués. Et ensuite c'est marrant parce qu'après j'ai rejoint une boîte en intelligence artificielle, mais je faisais pas du tout de data pour le coup. J'ai pas fait une ligne de SQL. Et après c'est en réarrivant chez Doctolib où en fait justement il y avait genre 2 data analystes à peine dans toute la boîte, même une seule je crois quand je suis arrivée. Où du coup, en fait, je me suis retrouvée à lancer des trucs CRM, et cetera. Et tu là, en fait, nous, si on veut faire du targeting sur le CRM, Oui. en fait, il y a plein de Il choses, faut de la data, ouais. il faut faire de la data derrière pour se dire comment est-ce que, enfin, tu vois, même pour calculer une variable et l'envoyer, enfin, Complètement. en fait, ça passait par du SQL. Et donc, en fait, on a commencé à faire des choses où je me suis remise au SQL et en fait, depuis, oui, moi personnellement, il y a plein de trucs que j'aurais pas pu faire sans ça. Et donc, moi, je trouve que c'est hyper, hyper important. Et surtout, aujourd'hui, enfin, quand tu es un peu quand tu travailles dans une équipe growth, de manière générale, il y a tellement d'enjeux autour de, la data multiplateforme, réconcilier les données entre elles, essayer de faire l'analyse les plus poussées possibles pour, justement, pouvoir prendre les meilleures actions parce que c'est vraiment de la performance.
que pour moi, ça veut dire que tout le monde doit avoir ces skills-là, mais que pour moi, j'avoue que, il faut au moins qu'il y ait une personne dans l'équipe qui puisse aider sur ces sujets-là. Un des avantages de la growth, c'est que globalement, tu peux toucher à tout. Mais un autre désavantage, c'est que si tu touches à tout, tu es expert de rien, entre guillemets. Et donc, du coup, il faut quand même pouvoir. Il faut quand même, globalement, selon les boîtes que tu rejoins, parce qu'il y a des startups qui cherchent un profil généraliste et auquel cas, Oui. c'est parfait. Et je pense que pour le coup, là, dans ce cas-là, ces personnes-là, elles devraient pouvoir faire quelques lignes de SQL. Mais après, à partir du moment où tu es dans des équipes growth qui sont un peu plus grosses, pour le coup, je pense que c'est important plutôt d'avoir des expertises, vraiment sur certains channels, tout en ayant un gros fucking mindset pour le coup qui est méga important. Et là, tu peux te dire: «Bon, t'es pas obligé d'avoir tout le monde qui sait faire du SQL, au moins, se débrouiller et pouvoir, faire des drag and drop sur de la data, comprendre un peu comment ça fonctionne et éventuellement modifier une ligne de code et cetera». Mais après, si tu as une personne qui t'aide de l'autre côté, je pense que ça peut aussi faire le taf. Donc j'avoue, pour moi, c'est méga important et nous d'ailleurs, chez Doctolib, même tous nos product managers, on demande maintenant à ce qu'ils apprennent les basiques Mmh. du SQL, quoi. Et donc je pense que sincèrement, je pense qu'un profil de growth manager devrait, connaître les basiques et ensuite évidemment, ça ne veut pas dire qu'il peut tout faire, avoir un expert un peu plus, important dans l'équipe, c'est très bien aussi. Mais ouais, après c'est assez personnel, Oui, 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 non, mais ouais. parce Et que puis, il y a ouais. le petit background aussi, effectivement, comme tu disais, ouais. Oui, après, ouais, je pense qu'il y a vraiment, mais en même temps, c'est tellement enfin, moi ma curiosité fait que, si je veux pouvoir agir sur un KPI, il faut que je comprenne tout ce qui se passe, en fait. Mmh. Et quand tu te retrouves bloqué, avec des roadmaps, des gens qui te disent: «Bah non, ça, on n'a pas le temps de le faire, ça, on peut pas le faire», et ce qui est compréhensible parce que moi-même, maintenant, je suis dans ce genre de situation, enfin, depuis 2020 Oui. avec, on travaille avec une équipe product, on a exactement les mêmes sujets. Mais en fait, enfin, du coup, tu apprends comme, bah, on te dit non, bah, en fait, tu fais par toi-même. Ouais, ouais, ouais. Et sur la Et partie data, ça marche bien pour le coup. Autant pour les sujets complètement. tech, ça, Mais oui, à un moment, tu bloqué parce que tu peux pas faire de PR dans GitHub, donc voilà. complètement. Mais par contre, sur la partie data, pour le coup, quand tu as un outil de data viz, tu es Oui, vraiment autonome. Après, oui, il faut faire gaffe à pas se planter sur les datas parce que oui. tu peux facilement te planter, mais pour le coup, ça se prête bien à ça, quoi. Et autre que SQL, tu vois d'autres, Heu, compétences? je pense, moi, je pense que c'est plus le capacité à faire bouger les choses. Donc c'est plus, Plutôt soft skills, du coup? ouais, je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là qui est se dire, bah, tu peux avoir quelqu'un qui s'y connaît bien et tout, mais qui va pas être capable d'aller faire vraiment bouger les choses, d'embarquer les gens, de mettre les gens dans la même pièce pour dire: «Vas-y, on fait ça, c'est quoi les next steps? On fait ça, 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 ça et OK, allez, on avance», et qui va vraiment faire bouger les choses parce que c'est Du rarement une leadership, seule quoi. personne, voilà, c'est rarement une seule personne qui va Ouais, complètement. qui va faire tout, et bah, ça, je pense que ça permet vraiment Ouais, 100 d'accord. d'accélérer les choses et ouais, c'est vraiment ce mindset de voilà, j'ai envie que ça avance et j'ai envie que ça aille vite. Ça veut pas dire qu'il faut faire les choses mal et qu'il faut pas aligner tout le monde, et cetera. Mais vraiment ce côté, être actif et pas, se dire: «Ah oui, attends, là, j'ai pas le temps et machin», et en fait et aussi ce manque, enfin, du coup, moi, je pense que ça va avec, mais il y a un manque de priorisation. Je pense que c'est méga important. Franchement, certaines personnes enfin, certaines équipes avec qui j'ai pu bosser et mon équipe aussi, je pense que parfois, on s'éparpillait trop et on voulait faire trop de choses aussi parce que, il y a le country manager qui va te dire, «Ah ouais, mais alors, du coup, sur les podologues, on fait quoi en inbound?» Mais les podologues, c'est 10 leads par mois, on va rien faire en inbound pour terme. Là, j'exagère, en plus, c'est pas exactement ça les chiffres, mais Oui, mais c'est un voilà, c'est pour exemple. donner un exemple. On va rien faire en inbound pour l'instant, en fait. Enfin, juste focalisons-nous sur Les vrais les clusters, vrais ouais. clusters, et cetera. Et donc ça, pour le coup, la dispersion, je pense que c'est, vraiment, mais dans toutes les équipes, c'est vraiment la capacité justement à dire non et à se dire on priorise Ouais. vraiment que 3, 4 projets, initiatives où on va vraiment avoir un impact important. Je pense que c'est, enfin, pour le coup, pour moi, c'est clé et
Et d'ailleurs, je trouve que du coup, avoir un impact un peu incrémental sur chaque truc, c'est pas forcément là versus avoir un gros impact sur un Oui, sujet. 100% Je d'accord. pense que clairement, enfin, si Oui, tu peux, c'est oui, avoir un oui. gros impact sur un seul sujet, quoi. Oui, oui, c'est Ouais. vrai que c'est un bon résumé. C'est parfois, tu as moyen d'avoir un impact fois 2 fois 3 sur un truc, Oui, mais en fait, tu cherches à avoir 10% partout. ouais. Alors Et en qu'en fait, fait, peut-être faudrait peut-être faire, fois enfin plus 100 sur un seul truc pour commencer, exactement, quoi. exactement. Ouais, 100% d'accord. Ouais, Et ça, et ouais, c'est pas forcément évident. Et aussi parce que, en fait, dans une boîte, tu as, les autres petits canaux où tu fais plus 10%, ça va impacter d'autres gens qui vont venir te voir: «Ah oui, mais ça, du coup, machin», exactement. et donc du coup, tu vas être sollicité de Et partout, et c'est ça qui est c'est pour ça que je dis dire non aussi, totalement. c'est hyper J'allais important. reboucler là-dessus. J'allais reboucler sur le fait que c'est là où, quand tu disais savoir dire non, c'est une compétence. Ouais, Je suis d'accord. Mais bon, globalement, tout ça, ça peut se résumer dans la capacité à avoir du leadership. ouais. Je pense que c'est quand même ça le Oui. sujet. Et ça, à travailler, c'est pas évident. Non, et puis surtout, c'est pas forcément simple même à détecter en entretien. Complètement. C'est quand tu recrutes des gens, et alors tu as beau faire un case, tu as beau poser une question: «Oui, donc si tu es bloqué, machin», tu as des réponses un peu toutes faites en vrai. Ouais, je suis d'accord. Ça veut pas dire que la personne dans les conditions du réel, elle va être comme ça, surtout quand elle est face à des gens qui Qui sont un mettent la peu, pression. ouais, qui sont un peu grande gueule, Ouais, et qui vont parler fort, qui vont, voilà, et donc c'est pas forcément, qui vont du coup se mettre en retrait. Donc c'est pas simple, c'est pas vraiment pas simple, de recruter ces profils-là, et souvent en plus, enfin, et ça joue même pas sur les études, et cetera. non, Enfin, vraiment c'est pas, vraiment non. rien à voir, Ah enfin, non, ouais. et donc C'est vraiment c'est des ouais. expériences que tu as vécues et qui te mettent dans ces situations-là, Ouais, et quoi. moi, enfin, j'ai bossé avec des gens qui avaient fait, des supers écoles, les meilleures écoles, et cetera. Bah, pour le coup, pas du tout ce fit-là. Alors que des gens, tu vois, avec, des profils plus, potentiellement tu vas dire, bah, un peu moins waouh sur le papier, bah, en fait, 1000 fois plus impactant. Et ça, pour le coup, c'est pas forcément, c'est pas forcément, si simple que ça à Ouais, je déceler, suis quoi. d'accord. Je suis d'accord. Ouais, ouais, C'est c'est un sujet intéressant. C'est quoi là les prochains challenges pour, Docto, pour toi? Alors, bah, pour Docto, nous, enfin, forcément, hein, de manière générale, c'est, toujours augmenter la satisfaction de l'utilisateur, construire de nouveaux produits, de nouvelles solutions, pour eux, pour les aider au quotidien, à gagner du temps, à soigner mieux, et cetera. Donc il y a pas mal de choses, de solutions un peu cliniques, un peu plus, dans le médical, sur lesquelles on va essayer de travailler, côté product. C'est pas mon scope, hein, mais voilà. Il y a aussi, du coup, l'ouverture des nouveaux marchés, consolider notre croissance accélérer notre croissance sur les marchés existants, et potentiellement ouvrir de nouveaux marchés plutôt en 2026. Et voilà, après, s'assurer que notre tech soit scalable, et justement avec le moins de bugs possible. C'est important aussi, et donc ça, c'est au niveau de la boîte. Après, au niveau, moi, de mon équipe, je pense que c'est vraiment, avancer sur la partie, product-led growth, générer de plus en plus de revenus liés au mécanisme, de product-led growth. Comme je le disais, je pense, on a aussi cette grande priorité sur la refonte de notre billing engine, Mmh. qui va être, méga important, et ensuite, je pense que, bah, aider les équipes locales à délivrer leur, target en termes de leurs objectifs en termes de lead notamment. Je pense que ça, c'est vraiment des choses, sur lesquelles on se focalise sur, forcément les prochains mois. Voilà, Super. si je devais résumer. Et est-ce qu'il y a un moyen pour les gens de l'audience de t'aider sur un sujet? Est-ce que tu recrutes? Est-ce que, Alors, moi, on recrute un product manager sur la partie, billing, mais bon, peut-être que quand le podcast sera passé, on aura Oui, c'est recruté. vrai, non, mais voilà, bah, Mais on peut le souhaiter, mais voilà, bon, autant faire passer le message quand même. non, du coup, effectivement, en ce moment, on recrute un product manager sur la partie, qui se pourrait être spécialisé sur les sujets billing, qui a déjà mis en place, des engines de billing, dans des boîtes, pour, vraiment et de façon scalable, qui marche sur plusieurs pays, et cetera, et cetera. Et sinon, dans mon équipe, on recrute pas forcément. On vient de recruter quelqu'un, sur la partie paid, social media. Mais sinon, non, pour l'instant, j'ai pas encore, je croise les doigts, on n'a pas encore
de remplacements à faire. Et voilà. Et globalement, chez Doctolib, en fait, on ouvre peu de nouveaux postes maintenant. Donc, c'est vraiment des remplacements. Et encore, les remplacements, chaque remplacement est challengé. Donc, est-ce qu'on en a réellement besoin, etc. Donc, ouais, dans mon équipe, non, j'ai qu'un poste ouvert. Et après, on recrute dans les équipes growth locales, donc sur la France notamment. Donc, faut pas hésiter, Ok. faut pas hésiter à regarder. On peut envoyer les gens t'écrire sur LinkedIn s'ils ont des questions. Ouais, bien sûr, aucun problème. N'hésitez pas à contacter. Et bah super, merci Caroline. Bah merci à vous, enfin à toi. C'était hyper intéressant. Merci pour l'exercice. Merci aux personnes qui écoutent encore l'épisode. N'oubliez pas le partage, le like, le commentaire, etc. Ça aide à la diffusion. Et puis on se dit au prochain épisode. Merci encore Caroline. Merci, bonne journée. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!